3, 2, 1. Hey, salut! À un autre podcast Telle Mère et Tel Fils avec Carl Gagnon-Bisaillon et moi, Geneviève Gagnon. Un podcast. Merci d'être là. Merci de toujours nous suivre, de nous écouter. J'aime ça quand vous m'envoyez des commentaires. On tripe bien raide. Puis on s'aperçoit que vous êtes beaucoup plus qu'avant qui nous écoutent. Donc, yes! Et aujourd'hui, bien, vous savez, on invite tout le temps des gens intéressants et des gens à découvrir. Et aujourd'hui, je suis contente que dit oui à mon invitation. Sébastien Dion, bonsoir! Bonsoir, ça va bien? Eh oui. Oui. Sébastien Dion, je vais juste vous expliquer c'est qui Sébastien Dion. Sébastien Dion, je ne le connais pas tant que ça, mais on se côtoie parce qu'on fait partie de la Chambre de commerce. Oui. Et M. Dion est le président de la Chambre de commerce et d'industrie du bassin de Chambly, Exactement. le CCIBC. Oui. D'ailleurs, c'est très, très, très nouveau, sa nomination. Fait que félicitations. Merci beaucoup. Le président de la Chambre de commerce. Oui. C'est-tu un objectif, à quelque part? C'est- À un moment donné, tu dis-tu un jour ou ça vient de Non, même? c'est pas un objectif, c'est un bon timing. C'est pas un objectif en tant que tel, parce que tu étudies pas pour faire ça ou tu veux pas tout ça, mais quand tu es apprécié de tes pairs et tu es élu par tes pairs, c'est une très grande fierté, ça c'est sûr. Ouais. M. Dion est aussi propriétaire, copropriétaire, Copropriétaire, oui. en tout cas propriétaire des fermes Guyon. Et ça, je veux parler des fermes Guyon. Et si vous ne connaissez pas encore les fermes Guyon, vous prenez de votre voiture et vous vous emmenez à Chambly visiter les fermes Guyon. C'est vraiment une expérience. C'est vraiment une expérience, oui. Effectivement, c'est beaucoup de choses, la ferme Guyon, effectivement. Et c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Moi, je veux faire connaître les fermes Guyon aujourd'hui. C'est incroyable, cet endroit-là. Avant de commencer, Vas-y. historiquement, là, moi, j'ai lu que Guyon, Oui, en fait, la vérité, si on fait une historique du projet, il y a quelques années, mes parents avaient acheté ces terres ici à Chambly, qui sont près de l'autoroute 10. Et quand on a parti, quand on a acheté ces terres-là, donc on devait avoir créé une compagnie pour développer les terres et pour les exploiter. Et on a fait une référence à nos ancêtres. Et on a découvert que le premier ancêtre des Dion, c'était pas un Dion, c'était un Guyon. Alors, qui s'est établi dans la région de Beauport et qui a été un des premiers fermiers, en fait, du Québec. Donc, quand on a parti le nom de la ferme, quand on a parti le projet de centre-jardin, donc au lieu de faire que l'exploitation de grandes cultures, on a décidé de partir un centre-jardin. On a utilisé ce nom-là. Oui, ferme Guyon. c'est ça vient de... Mais de Jean Guyon, c'est comme c'est Jean Guyon Guyon. est une déformation de... Absolument. une évolution de Guyon. Oui, le G, le U devenu le D et le Y, le I. Donc, il y a très peu de Guyon. Maintenant, beaucoup de Dion, mais très peu de Guyon. Entre Guyon puis Dion, c'est très clair, mais tu sais, à un moment donné, c'est entre Guidi. C'est comme entre les deux. Oui, mais des fois, c'est Des drôle fois, parce c'est drôle, qu'avec des ce fois, nom-là, les gens, ils disent Guyon, Guyonne, j'entends N-Guyenne Tu sais, souvent, en mais c'est plein pas grave. centre, là. là, Gudion. C'est ça. Gudion. Mais pour vous situer un petit peu, c'est à Chambly, sur le bord de la 10 et de la 35. Oui. C'est très, très gros, c'est Absolument. immense. Et moi, je veux, entre autres, parler des fermes Guyon, mais je veux que vous sachiez tout ce que vous avez là, quand vous venez visiter les fermes Guyon, parce que c'est très gros. Il y a plusieurs choses. Premièrement, explique-nous qu'est-ce qu'il y a à ta ferme. Bien, en fait, le projet, pour faire une histoire courte, André, mon père, a été président de Rona pendant des années. Et quand il a acheté ces terres-là, il savait que ça allait se développer. Il voulait partir un centre-jardin de ce coin-là. Juste avant qu'il quitte Rona, on parle de 1989, il y avait une fusion entre Molson et O'Keeffe. Et là, les microbrasseries, il y avait quelques microbrasseries, maintenant il y en a 165, mais il y en a peut-être à l'époque 6 ou 7. Il n'y avait pas un peu cette fusion-là, donc ils ont été voir les entreprises qui étaient fortes en distribution pour voir quel est le format plus possible et le plus compétitif. Donc, ils ont rencontré des gens de Sico puis des gens de Rona. Ils ont rencontré André. Et André ne savait pas du tout qu'il y avait des microbrasseries à l'époque. Il n'avait aucune idée. Et André, c'est mon Dieu, c'est intéressant ce que vous faites. Et je fais une histoire très courte. Il dit aux gens de Rona, je veux faire autre chose. Ça fait 25 ans que je suis chez Rona. Je veux faire... Là, j'ai une belle opportunité. Et l'idée de ça, c'est la compagnie qui s'appelait Unibrou. Donc, Ben oui. Unibrou, c'était l'union des microbrasseries. Donc, le concept, c'était, il avait demandé à Boréal, il avait demandé à Brassal à l'époque, Cheval Blanc, toutes des belles brasseries comme ça qui existent aujourd'hui. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une union ensemble. Vous allez vous occuper de la production. Moi, je vais m'occuper du réseau des ventes. Donc, on va avoir un seul réseau de vendeurs, un seul réseau de camions, de livraison. On va être plus efficace. Parmi les nains, il y avait des grands nains et des petits nains, donc ça n'a pas vraiment fonctionné. Les gens avaient peur, les jeunes, pas les jeunes, mais les gens avaient peur. Bon, j'ai 300 clients, toi tu en as 1000, ça va peut-être m'envoler quelques-uns. Mais ils trouvaient l'idée pas mal intéressante de partir avec une bière complètement différente. Ils ne voulaient pas partir avec des bières comme Molson puis O'Keeffe.
Et là, ce qui a fait, comme les gens n'avaient pas comprenaient pas le concept de ce qu'ils voulaient faire, on est allé chercher une entente avec un brasseur belge qui s'appelait La Blanche, qui faisait la Blanche de Riva, qui est devenue la Blanche de Chambly, oui. et qui faisait la Lucifer, qui est devenue la Maudite. Et là, on a continué, Robert Charlebois s'en est mêlé, et quelques années plus tard, on a reçu une offre en 2004 de Sleeman, parce qu'on avait une croissance partout, qui allait très bien. En Europe, aux États-Unis, une grosse croissance. Dans l'Ouest canadien, ça allait très bien. Dans la région de Québec, ça allait bien, mais à Montréal, c'était plus difficile. Les compétitions étaient très, très, très féroces. Les joueurs, des gros joueurs comme Austin puis O'Keefe, au début, nous voyaient très petits, et pas de problème, trouvaient sympathiques. Mais à un moment donné, quand tu viens très gros, ben, tu deviens un peu tannant. Tu déranges. Tu déranges un peu, exactement. Alors, il a commencé à nous tasser, jouer des coudes un peu. Et Sleeman, à l'époque, était très fort partout avec sa bouteille claire, partout. Mais il y avait beaucoup de difficultés au Québec. Parce que la Corona venait de rentrer sur le marché et il avait besoin d'un joueur pour compléter son marché canadien au Québec. Donc, on a eu une offre. Des fois, dans la vie, ça fait de la peine de prendre une décision, mais il ne faut pas toujours jouer avec les émotions. Donc, c'est une décision qui était difficile, mais on a accepté de vendre. Et quand on a vendu, mon père me dit, Sébastien, quand j'ai passé la brasserie, j'avais 18 ans. Donc, c'était l'âge idéal pour partir une brasserie. Mais quand on a vendu à Sleeman en 2004, j'avais 30-35 ans. Il me dit, ben Sébastien, moi, mon rêve, c'était pas de passer une brasserie, c'était de partir un centre-jardin, là. Je dis, parfait, pas de problème. Je dis, 35 ans, ça va pour passer un centre-jardin, mais j'ai aucune connaissance. Autant que la bière, j'ai appris vite. Autant que centre-jardin, j'avais aucune connaissance. On est allé voir des concepts un peu, ce qui se passait en Europe. Et on est arrivé avec un concept qui était vraiment retour à la terre, vraiment revenir aux produits biologiques, expliquer un peu nos produits. Et on voulait un concept que les gens pouvaient passer la journée à la ferme. C'est ce qu'on voulait, voir des jardins, leur suggérer des idées, des ateliers, des activités. Je continue encore, ça va? Parfait, OK. C'est vraiment intéressant en passant. Ensuite, donc, on a eu cette idée-là de partir à un centre-jardin, mais on ne pouvait pas appeler ça centre-jardin Dion. Parce qu'il y a déjà un centre-jardin Dion à Sainte-Thérèse, donc on n'a pas pu utiliser ce nom-là. Et centre-jardin, c'est un petit peu plus que ce qu'on voulait faire. On voulait vraiment quelque chose, une multi-activité. Donc, quand mes parents avaient utilisé le nom de ferme Guyon à l'époque pour exploiter les terres, on s'est dit, bien, on n'a pas le choix, il faut partir, le bâtiment est prêt, les serres sont prêtes, les clients attendent, il faut partir sur un nom. Fait qu'on a utilisé d'une façon un peu naïve, si on veut, le nom de ferme Guyon, en l'honneur justement un des premiers producteurs au Québec, agriculteurs au Québec. Et là, ce qui s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Les gens rentraient dans le centre-jardin parce que ce n'était que des plantes. On parle en quelle année? On parle en 2000. On est parti en 2010. On est parti en 2010. En juin 2010, on est parti. Et il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Les gens ils rentraient et ils disaient, c'est beau, vous avez des plantes, mais vous êtes une ferme. Sont vos vaches, sont vos cochons, sont vos poules. Alors, c'est vrai, on n'a pas ça, on est une ferme, mais bon, les gens s'attendaient à pas avoir plus que des plantes. Donc, on a commencé, première année, et je me suis reviré de bord très rapidement, on a commencé à vendre des poules. Donc, première année, très modestement, une trentaine de poules. C'était pas un gros vendeur, mais on s'est aperçu rapidement que les jeunes étaient fascinés par qu'une poule fasse un œuf blanc, puis qu'une poule brune fasse un œuf brun. Donc, on s'est dit, ouais, c'est vrai, on n'apprend plus ça à l'école. Moi, je dis toujours, c'est plus un fossé entre l'agriculteur et le citadin, c'est rendu un grand canyon. Donc, on a commencé à donner des cours. Et oui, on a des cours. On donne des cours sur comment on fait le lait, comment on fait le miel, comment on fait... la laine. Comment on fait Puis on parle vraiment, par exemple, le pain. On est allé sur le pain. Donc, on parle vraiment avec la farine avec les enfants. On va faire on va moudre, on va faire des pains avec eux. Moi, je suis comptable de formation. Alors, je fais des pains carrés. Alors, mais les enfants, ils vont absolument. Les enfants, ils vont faire des poules, ils vont faire toutes sortes de pains. Et quand on les cuit avec eux, c'est extraordinaire de voir la réaction des enfants. Et on donne un cours par jour. Et à la fin, ils repartent avec le diplôme du petit fermier. Donc, c'est vraiment une satisfaction. Donc, un atelier sur justement la laine, l'atelier sur la vache. Le premier atelier qu'on a donné de l'histoire de la ferme, c'est un atelier sur la vache. Donc, je me souviendrai toujours, il y a un petit enfant qui était devant moi, à peu près 5 ans. Et on a commencé à traire Marguerite. Et quand le lait est sorti de la vache, le petit garçon devant moi, il a reculé d'un pas. Il a regardé son ami, il a regardé la vache, il a regardé son ami. Lui, il venait de comprendre que le lait, ça venait pas du dépanneur. Donc, depuis ce temps-là, on a quand même 10-12 000 étudiants qui viennent à chaque année à la ferme, plus tous les visiteurs qu'on a développé, ce circuit-là, ce créneau-là, si on veut, d'éducation de retour à la ferme. Et
les étudiants arrivent vers 10 heures, donc passent à peu près 1 heure dans l'atelier, un atelier sur le pain, ou etc. Une autre heure avec les animaux. Et dans l'après-midi, on était en brainstorming, ça c'est l'année suivante. Donc en 2010, on a ouvert le centre jardin. 2011, la ferme éducative avec les animaux. Puis 2012, les groupes scolaires, les CPE, nous demandaient une deuxième activité dans l'après-midi parce qu'ils voulaient rester toute la journée à la ferme. Ce qui était notre mandat, on voulait que les jeunes et les gens restent toute la journée à la ferme. On était en brainstorming pour savoir qu'est-ce qui se passe, ce qu'on pouvait faire. Est-ce qu'on fait un atelier sur les semis, un atelier sur les plantes, un atelier sur les légumes? Parce qu'on vend aussi des légumes à la ferme. Et il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Ma plus grande fille, j'ai la chance d'être propriétaire de la ferme, mais j'ai surtout la chance d'avoir 3 filles extraordinaires. Je pensais que ça allait dire, j'ai La chance d'être propriétaire d'une ferme. Non, 3 filles extraordinaires, vraiment. Et Père d'une ferme. ma plus vieille, ma plus vieille qui a 18 ans maintenant, mais qui avait 8 ans à l'époque, on est rentré voir les papillons au jardin botanique. Et en plein brainstorming, savoir ce qu'on pouvait faire, elle est rentrée dans la volière des papillons du jardin botanique. Et tout de suite, tous les papillons magnifiques de partout, Costa Rica, de papillons bleus, sont venus sur elle. Puis elle me regardait, papa, on devrait avoir ça à la ferme. Je pourrais inviter mes amis tout l'été. Alors, grâce à Marie-Frédérique, on a une volière à papillons là. Qui est vraiment impressionnant. C'est spécial. Merci. Mais toi, tu es comptable, là. Je suis comptable, oui. On est d'accord. Oui. Faut que tu... Je veux dire, c'est pas tout. Faut que tu t'informes, là. Faut que tu deviennes quasiment un pro pour tout faire ça, puis savoir la température, puis les installations. Tu sais, on parle, mais il faut aller voir pour comprendre. Là. C'est assez impressionnant. Là. Bien, en fait, effectivement, je suis comptable de formation, mais je ne fais jamais de comptabilité parce que... Parce que c'est plate? C'est pas nécessairement plate. C'est un autre défi, ça. C'est un autre défi. Convient. Ouais. C'est une belle façon de voir. C'est un bon politicien. Non, c'est un métier extraordinaire. Par contre, ce que j'ai aimé, et la chance que j'ai eue de travailler avec mes parents, c'est de tout de suite tomber sur l'entrepreneuriat et d'avoir un contact direct avec les clients. Ce qu'on n'avait pas nécessairement avec Unibo, parce qu'on faisait une bière, on la produisait, après on la distribuait, on la vendait chez IGA, Métro, tout ça. Et eux autres la revendaient aux consommateurs. Oui, elle est bonne, mais avant que ça revienne, que tu saches qu'elle est bonne, ça prenait un certain temps. Tandis que là, avec la ferme, la réaction du client, peu importe son âge, on l'a direct. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Mais il faudrait aller voir ça, les papillons. C'est pas toute l'année, là. Tu savais que je suis allé 3 fois avec toi. Hein? Oui, merci. Avec moi, hein, c'est vrai. Non, je suis allé une fois avec toi, j'étais retourné. J'étais retourné, c'est vrai. J'ai vraiment adoré ça. Non, mais... C'est pas toute l'année, là. Bien, en fait, la papillonnerie et la ferme éducative, c'est de mars à décembre. Le magasin est quasiment ouvert toute l'année. Soit on prend de relâche 3-4 semaines en février. Mais les papillons, effectivement, 9 mois. Oui, c'est ça. Donc, de mars, début mars, jusqu'à début décembre. Tu sais, Carl, j'étais allée visiter les papillons avec M. Sébastien. J'ai paniqué. Ah ouais? Effectivement, oui. Je me souviens très bien, effectivement. Mais il n'y a jamais eu de papillons qui ont piqué ou qui ont mordu personne. Mais c'est pourquoi cette réaction-là. Ça ferait-tu un X-Men plate? Hein? Un homme s'est fait mordre par un papillon. Non, mais je sais pas. Je trouve ça beau. Là, il arrive. On dirait, quand ils sont en... Je sais pas. C'était tellement beau. Il y en a qui mettent ça sur leur bras. Puis une vraie folle. J'ai dit, oh mon Dieu, je suis désolée. J'étais vraiment une vraie folle. En tout cas. Mais à ta décharge, pour te défendre un peu, quand je t'ai fait visiter, on n'avait pas mis la musique. C'est ça. Oui, mais honnêtement, c'est important parce qu'on met beaucoup de musique classique. On met la musique classique quand les gens... Oui, ça calme les papillons, mais ça calme surtout les gens, les enfants, parce que les enfants ils sont très excités de voir les papillons, puis c'est extraordinaire. Ils voient les papillons naître devant eux, puis c'est extraordinaire. Il y a 500 papillons, donc c'est très excitant. Mais on s'est aperçu qu'en mettant la musique classique, ça les ralentit un peu. Et là, ils apprécient. Et les papillons, ils ressentent ça. Ton mot, ils le ressentent. Alors, quand ils sont très calmes, tout ça, les papillons reviennent sur eux. Puis, c'est une expérience complètement différente. Ouais. C'est ça qu'il y avait. Oui, désolé. Ouais. C'était du Slipknot. Fait que c'est ça que tu peux... C'était Iron Maiden. C'est Iron Maiden. Pourtant... Elle rentre dans le papillon. En déguisant en Kiss. Mais moi, oui, vas-y, Carl. C'est ça. Mais... moi, j'aurais tendance, puis tu me surpris un peu, j'aurais tendance à penser que quelqu'un qui sauve un centre jardin ou autant éducatif, c'est qui est né là-dedans, puis qui finit par étudier, puis à écouter ton histoire, on dirait qu'il n'y a comme pas tant de bouts qu'il y a eu une spécialisation d'animaux. Non. Tu sais, ça a vraiment juste... Non, pas du tout. Puis honnêtement, le concept a changé beaucoup. Ça va être notre 10e anniversaire l'année prochaine. Entre ce que était la ferme Guillon au début puis ce qui est maintenant le cas, c'est complètement différent. Ça a évolué. Pourquoi? Je vais t'expliquer ce qui s'est passé.
quand j'ai terminé mes études en comptabilité, je suis rentré chez Unibro, j'en ai fait 2 ans de stage chez Raymond Chabot, 2 très longues années de stage chez Raymond Chabot, au HEC, puis chez Raymond Chabot quand j'ai fait mon stage en comptabilité. Une entreprise extraordinaire, mais je savais que je voulais faire autre chose. Quand je suis rentré, je suis arrivé avec ma calculatrice, mes crayons, et mon père m'a dit, ben, qu'est-ce que tu fais? Ben, je dis, j'ai étudié en comptabilité, je m'en fais. Il dit, non. Je crée une papillonnerie. Mais ça, c'était à l'époque du Nibro, excusez-moi. À l'époque du Nibro, il dit, non, il faut que tu ailles sur le terrain, il faut que tu apprennes comment brasser, il faut que tu apprennes toutes les choses, toutes les opérations, il faut que tu sois sur le terrain. C'est là que ça se passe, c'est là que les événements ou les choses, les corrections doivent être faites. Alors, tout de suite, un contact extraordinaire avec les employés, puis donc, même modifié, on a amélioré beaucoup de choses parce qu'on était directement. Donc, même principe avec la ferme, on était beaucoup à l'écoute des clients. Par exemple, les fruits et légumes. Au début, la structure du bâtiment, c'est un marché fermier. Et les gens nous disaient, ben, on s'attendait à avoir des fruits et légumes. Ben, parfait, on va en avoir, on va en produire. On a commencé à en produire. On produit des tomates, on produit des fraises. Il y a des choses qu'on a changées. Le mobilier de jardin, on n'a plus ça parce que les gens nous disent, ben, nous, on cherche d'autres choses. Donc, on s'est adopté beaucoup de concepts parce qu'on était vraiment proche des clients. Et en fait, c'est drôle parce que souvent, quand je suis là, les gens disent « Bonjour, M. Guillaume, bonjour », puis un peu partout. Puis c'est correct, même si c'est pas mon nom, c'est quand même mes origines. C'est important d'avoir un contact direct, puis on modifie beaucoup de choses. Ça c'est vraiment important. Il y a des professionnels qui travaillent chez vous. Moi, quand je fais mes plantes, mes tomates, mes affaires, je vais voir une madame, elle me dit quoi faire. Puis c'est vraiment une expérience aller chez vous. Puis c'est tellement beau marché là en plus. C'est tellement serein. C'est un emplacement extraordinaire. Puis là, tu as les champs à côté là, qui sont tout à toi. Tu plantes à même. En fait. Puis là, moi, je connais pas ça, des serres, des pépinières. Je ne sais jamais comment vous vous ramassez avec autant d'arbres et autant de petits plants. En fait, la nature est forte, hein, ça c'est clair. Je suis très chanceux parce que j'ai une équipe extraordinaire, parce qu'on a beaucoup de choses. On a une boulangerie, on a une boucherie, on a des fruits et légumes, on a un restaurant extraordinaire, donc les plantes, on a beaucoup de choses. Et évidemment, je ne peux pas faire ça tout seul. J'ai une équipe extraordinaire, des gens compétents, des gens surtout souriants. Puis on a changé, on a mis un T-shirt récemment derrière notre dos que on dit votre fermière vous dit bonjour, votre famille vous dit bonjour. Donc le message qu'on véhicule au niveau des clients, il est transpire beaucoup au niveau des employés. Les employés communiquent énormément avec les clients. Puis c'est comme ça qu'on fait bien les choses, je pense bien. Moi, ce qui m'a vraiment impressionné, là, c'est la ruche. Oui. C'est comme de voir qu'il y a, mettons, tu sais, comme sûrement que nos arrière-grands-parents ou nos grands-parents, tu sais, comme ils savaient toute cette information-là parce qu'ils en avaient besoin, tu sais, pour autant une ruche qu'une vache ou comment gérer cet écosystème-là, si vous voulez, d'une ferme. Mais ça m'a tellement impressionné à quel point, de un, pas que je le prends pour acquis, mais tu la regardes, mais sans jamais te poser de questions. Non. Puis pas juste la ruche, c'est tout. Tu sais, je veux dire, c'est tellement compliqué, mais c'est tellement invasif, là, tu sais, comme tu te perds, là, puis là, je suis comme, mais mon Dieu, comment ça que j'ai jamais appris ça? C'est tellement intéressant, tu sais. C'est une organisation, c'est 50 000 petits individus qui font un travail extraordinaire. Ça prend des journées à faire quelques litres de miel. Puis quand on explique justement le rôle de l'abeille, puis là, les gens, ils comprennent le rôle, ils font une différence entre une guêpe et une abeille. Déjà là, plusieurs jeunes ne comprennent pas ça. Et quand on leur explique tout le rôle sur la chaîne alimentaire de ce qu'une abeille et puis la pollinisation a, c'est là, ils font attention, donc moins de pesticides. Donc, c'est tout un côté éducatif qu'on a à la ferme qui fait un peu la différence. On est très pédagogique, on explique. On prend le temps de le faire, d'expliquer vraiment. Ça fait une différence. Puis on dirait que après, là, une fois que j'étais sorti de ça, là, je voulais sauver toutes les abeilles. Là, je voulais plus leur faire mal. J'étais comme, OK, elle bûche, là, tu sais. Elle fait un travail extraordinaire. Si je suis là, c'est comme, puis je trouve, puis là, je lance des fleurs, mais c'est vraiment ça que moi, j'ai apprécié à votre ferme, c'est qu'après, tu sors, non, mais pas enrichi, mais là, tu regardes là, la nature tellement différente là, qu'on dirait que ton lait, là, le fait de l'avoir vu comment c'est fait, tu sais, je sais pas, c'est vraiment une belle perspective. C'est beau, mais en même temps, c'est d'une tristesse là, de pas que nos jeunes, ou que ça s'est perdu dans notre éducation, les choses de la terre. Je pense pas que ça s'est perdu. C'est la base. Ah non, ça s'est perdu. On fait dur dans l'éducation de pas. On est-tu d'accord, on se dit vraies affaires dans un podcast, là? On n'est pas rigide, là. On fait dur en estique en éducation, là, pour que nos jeunes, ils savaient pas que le lait sortait du pis. Ouais. Je veux dire, on est rendu où, là? Qu'est-ce qui presse à l'école, là? Ce que je pense, c'est que c'est juste une courbe, puis on est en plein milieu. Tu sais, mettons,
dans ce temps-là, nos grands-parents ou les gens qui géraient ça, Ça qui venait vivaient pour... ça. Ils savaient Non, point, mais là. mais ils faisaient que ça, longueur de vie, à Je s'en le rendre sais. malade. Puis là, on s'est aperçu qu'on pouvait le marchandiser. Puis là, on a rencontré le creux de la gueule. Puis là, on s'est dit, ouais, mais on a besoin des gens qui le savent, puis on a besoin des gens qui le marchandisent aussi. Fait que là, on va juste remonter. T'sais. Je pense pas qu'il faut bûcher ces jeunes qui n'ont pas cette éducation-là. Ben, pas juste pas leur faute. Puis pas bûcher ces parents qui n'ont pas transmis cette éducation-là. Mais si C'est tu fais de quoi pendant 3 générations, à maner la curve, elle va revenir. T'as pas le choix, c'est de la survie. C'est un bon point. Il y a un retour. Ça, effectivement, Ouais. il y a un retour à la terre qui est très fort parce qu'on l'a perdu pendant plusieurs années. Parce que nos parents, effectivement, donc il y avait déjà des animaux, il y avait contact tout le temps. Donc, je me souviens quand j'étais jeune, mes grands-parents avaient contact constamment avec Toujours. la ferme. Ouais. Parce que, bon. Puis, dans les années 70, on a commencé à faire des grandes épiceries. On a perdu un peu le contact parce que ces producteurs-là, ils vendaient aux épiceries qui revendaient aux consommateurs. Donc, le lien s'est cassé à ce moment-là. Et là, il y a un retour à la terre parce que les gens sont curieux. Ils veulent savoir comment ça fonctionne. Ils veulent savoir qu'est-ce qu'ils mangent. Donc, tout le côté santé bénéficie à apprendre qu'est-ce qu'on mange. Puis les gens sont très, très éduqués à ce moment-là. Ils veulent savoir qu'est-ce qu'on mange. Qu'est-ce qu'ils ont dans leur assiette. Donc, il y a un retour très, très, très fort, et ça, c'est irréversible. Mais c'est le ballon qui revient, parce que Ouais, pendant exact. des années, on a perdu Oui. ce contact direct-là avec le fermier. C'est normal aussi, là, tu sais. Ouais. Parce que, tu sais, je me dis, les gens dans ce temps-là qui n'avaient pas le choix pour survivre d'exploiter ça, ben il y en a sûrement beaucoup qui se disaient, ben j'ai pas le choix de faire ça, mais on dirait que j'aurais fait quelque chose d'autre. Puis, tu sais, j'aurais peut-être été, tu sais, des gens qui ont des potentiels, mais qui n'avaient pas le choix de travailler sur une terre ou de pas nécessairement exploiter un côté créatif ou quoi que ce soit, parce qu'ils n'avaient pas le choix pour survie. Effectivement. Ben là, tu sais, en le marchandisant, ça a donné plus d'opportunités. Je pense juste une Ouais. coupe qui va... Mais c'est beaucoup ici. Tu vas en Europe, mettons, dans le milieu de l'Italie, là, ils sont encore très, 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 très avec Très la proche, terre, absolument, très proche. oui, parce que C'est- leur marchandisage, en guillemets, est très, très C'est- axé sur les marchés fermiers. C'est ça, puis ça. c'est ça qui est triste ici. Puis est-ce que vous, ici, puis moi, je parle vraiment à travers mon chapeau, parce que je me suis pas informée, mais on est très sévère au Québec avec les normes, puis tout ce qui se passe. là, On n'est puis- pas sévère, mais c'est un métier très difficile. On est sévère sur Vous êtes tout deux le temps choses. avec des C'est un métier nouvelles- qui est difficile parce que c'est tous les jours, c'est constamment. Puis même nous, à la ferme, même sur un centre jardin, puis les marchés fermiers, c'est une présence constante. Il y a des fermiers qui travaillent très, très, très fort pour un salaire qui... Bon. Et ce qui est difficile actuellement au niveau des normes, le MAPAC fait un bon travail. Je vous dirais, ce qui est plus difficile, c'est de développer autre chose. C'est d'avoir le réflexe de développer, par exemple, l'agotourisme. On ne fait pas beaucoup d'agotourisme ici au Québec. Ça représente peut-être 5 % du revenu total du tourisme au Québec. C'est pas grand-chose. Et ce qui est problématique actuellement, c'est que c'est un métier qui est difficile, qui demande beaucoup d'heures. Par exemple, quelqu'un qui a des vaches ou qui a des cochons, c'est tout le temps, à l'année au complet. Si on était capable de modifier un peu les lois pour les rendre plus flexibles, par exemple à la CPTAC, à la Commission de protection du territoire agricole, de les rendre plus flexibles pour permettre l'agrotourisme, pour d'autres activités qui nous permettraient d'ouvrir à l'année. Parce que l'un des problèmes que les fermiers ont, en plus de travailler très fort, c'est la rétention de la main-d'œuvre. Donc, quand on n'est pas capable d'ouvrir à l'année, parce que nos activités ne le font pas, parce que, par exemple, c'est juste l'été. Par exemple, les grandes cultures ou un centre jardin, c'est juste l'été. En hiver, on n'en vend pas de plantes. Mais si on est capable d'avoir d'autres activités qui nous permettraient de développer d'autres activités qui permettent l'éducation de l'agriculture, la conscientisation au complet, je pense qu'on changerait beaucoup de choses au Québec à ce moment-là. Mais on a toujours eu juste l'été. Avant, ça fonctionnait. Il s'est passé quoi? Bien, en fait, je donne par exemple, la ferme éducative. Nous, c'est une ferme éducative extraordinaire que je peux ouvrir à l'année. Donc, ça me permet d'avoir des employés qui sont à la ferme éducative, puis en saison, ils me donnent un coup de main dans le centre jardin, par exemple. Donc, ça me permet d'avoir une clientèle, pas une clientèle, pardon, mais des employés que je peux maintenir à l'année. Donc, c'est toute une différence. C'est difficile, l'agrotourisme, puis parce que la CPTAC, c'était une loi qui était correcte dans les années 40. C'est M. Garon qui l'avait introduite, mais elle n'a pas été modifiée, elle n'a pas été adaptée à ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, c'est un peu le bras droit qui ne parle pas au bras gauche, parce que le MAPAC, le tourisme Montérégie, par exemple, a des programmes extraordinaires pour développer l'agrotourisme. Quand on dit que les lois n'ont pas été modifiées pour le permettre, puis accélérer ça. Alors qu'en France, c'est complètement différent. En France, 30 du revenu touristique, c'est de l'agrotourisme. Si on enlève Paris, c'est 75 de l'agrotourisme qui représente le revenu total du tourisme au Québec, Donne-moi en l'exemple France. pourquoi qu'est-ce qui empêche? J'essaie de comprendre. En fait, quand tu veux approuver un projet d'agrotourisme, Oui. Tu dois demander la permission automatiquement à la CPTAC, à la Commission de protection du territoire agricole. Ça, c'est qui?
C'est un organisme qui est indépendant du MAPAC, un organisme qui juge ou permet ou interdit ou une activité dans le domaine agricole. Donc, il y a du monde qui va. C'est des commissaires puis des analystes qui regardent si ce que tu veux faire correspond à certains règlements. Et ces règlements datent des années 70, donc n'ont pas été changés. Par exemple, il y a un règlement qui dit que, bon, pour approuver un projet, il faut que ça respecte l'homogénéité du territoire. C'est correct dans les années 70 que tout le monde fasse du blé et que tout le monde fasse des choses. Mais quand tu arrives avec quelque chose, un projet innovateur, ben ils disent, ben ça, c'est pas très innovateur. C'est innovateur, oui, mais ça ne correspond pas à ce que les autres font autour. Donc, on ne peut pas te le permettre parce que c'est pas homogène par rapport au territoire. Donc, nous, ça a été la même chose quand on a voulu approuver. Ça a été très, très long parce qu'on arrivait avec un centre jardin, on arrivait avec une volière à papillons, complètement différent, alors que dans le secteur, c'est des grandes cultures. Donc, on arrivait un peu comme sur Mars, si on veut. C'est pas un peu ça qui ralentit le développement? Ce n'est que ça qui ralentit l'événement. Mais qu'est-ce qu'on peut... Tu sais, je veux dire, on peut pas rester... Tu peux pas rester non, c'est ça. en train de pomper. Ben, il y a d'autres choses dans cette loi-là qui... depuis 70, c'est un groupe de personnes qui décident. Ben non, OK. Oui, on est rendu en 2019. Il faut ouvrir un peu nos œillères, d'autres choses. Il faut modifier cette loi-là au plus vite pour permettre des choses innovantes, des choses qu'on ne voit pas ailleurs. Ce qu'on fait en France et ce qu'on fait aux États-Unis, ça a été développé de façon extraordinaire. Je pense que ça changerait beaucoup de choses au niveau de l'agriculture au Québec. Qu'est-ce qui ferait de différence aujourd'hui? Bien, en fait, d'abord que l'agro-tourisme soit reconnu comme étant une activité agricole. Donc, par exemple, moi, je donne des cours pour expliquer aux gens comment on fait le lait, comment on fait le miel. C'est une activité qui n'est pas reconnue comme étant une activité agricole. C'est autre qu'agricole. J'ai demandé une permission pour le faire. Okay. C'est autre qu'agricole. C'était très difficile parce que là, je charge un frais pour que les gens viennent prendre un cours. Donc, là, tu dis là, tu fais du commerce, c'est pas l'agriculture. Donc, se battre tout le temps. Déjà que la compétition est difficile. Ça vient de partout au complet. En plus, il faut se battre contre nos propres lois. Je pense que ça devrait changer ou on espère que ça change, qu'une meilleure ouverture, effectivement. T'imagines, ça veut dire qu'il y aurait tellement de gens qui survivraient mieux. Imagine, ça serait nettement plus facile, mais ça permettrait pour le monde aussi, pour notre éducation. Tout à fait, absolument. C'est win-win, là. Tout le monde, il n'y a pas de perdant là-dedans. Il n'y a pas de perdant. Ouais. La plus grande victoire, moi, je trouve, c'est juste comme quand tu rentres puis tu vas travailler avec les animaux, avec comment tu t'intéresses à ça, quand tu sors de là, tout est différent. Là. Pour moi, ça m'a vraiment, honnêtement, changé. Merci, mais temporairement, tu veux dire, tu sors pas de là. À cause du contact. Le contact, même ce que c'est ça. Tout est là. M'intéresser à quelque chose que je prenais pour acquis. Ouais. Après, tu es comme, OK, mais il y en a-tu d'autres d'affaires de même? Pas juste dans l'agriculture, mais tu sais, comme ça change vraiment la perspective. Ouais. Tu sais, je m'apercevais que je prenais beaucoup d'affaires pour acquis, tu sais. Mais en même temps, je pense pas que c'est bon ou mauvais. Je pense juste qu'il faut l'avoir, cette curiosité? Non, mais tu sais, comme de te faire émerveillé par de quoi tu as vu toute ta vie. Absolument. Mais que tu n'as jamais pris en compte de cet émerveillement-là. Je pense que c'est ça, moi, qui m'a vraiment, comme, j'ai vraiment capoté, là, pour vrai. Là. Merci beaucoup. Mais j'ai mangé ce que je voulais dire. Je voulais dire quelque chose. Est-ce que tu as été touché, toi, par la vague des gens très agressifs qui sont les gens qui sont contre le lait, par exemple, les gens qui sont contre la viande? As-tu été touché, toi, par cette vague de violence-là qu'on entend beaucoup parler? Non, j'ai pas été touché. Tu n'as pas été menacé parce que là, tu fais du lait, puis non, ça, ce qui se passe là, dans l'industrie présentement? Non, c'est pas un enjeu. Par contre, ce qu'on voit, il y a quelques années, les gens qui disaient qu'ils étaient végétariens, ils passaient un peu pour des gens qui viennent d'ailleurs, alors qu'aujourd'hui, c'est des gens qu'on dit qu'ils sont conscientisés. Donc, cette notion-là d'éducation, elle est plus forte. Mais non, les gens ils comprennent très bien. Puis on offre tous les produits complémentaires au complet. Non, c'est pas un problème. Mais il faut aller voir les fermes Guyon. Ça n'a pas de bon sens. Sérieusement, c'est une belle expérience avec la famille ou en adulte. Écoute, ça n'a pas de bon sens comment c'est beau, c'est instructif. L'épicerie à l'intérieur, là, le garde-manger, hein? Parle-moi du garde-manger. Absolument. Porte-parole ou tes membres, je sais plus. Il y a quelque chose avec garde-manger. Oui, bien, en fait, toutes les associations de produits du terroir. Nous, les produits du terroir, c'est très fort à la ferme. Puis c'est ce marché-là, je crois qu'en toute humilité, qu'il devrait y en avoir d'autres au Québec. Parce que, comme je disais, c'est difficile d'aller vendre chez GA. C'est difficile de vendre dans ces gros joueurs-là. Donc, s'il y avait une autre alternative de marché qui s'organiserait ensemble, des producteurs. Parce que
ce qui s'est passé, comme je disais, les producteurs ont été coupés du marketing, en guillemets, parce que c'est les grosses chaînes alimentaires qui faisaient le marketing, qui font des prix. Et ça aussi, c'est un problème, parce que les marges sont difficiles dans l'alimentaire, elles sont très, très restreintes. Donc, on perd ces marges tout le long, mais la compétition est forte. Donc, ce qu'ils ont fait aux États-Unis, c'est qu'ils ont fait des subventions et des aides, pas au niveau de l'aide financière directement aux producteurs pour soutenir les prix. C'est pas ça qu'ils ont. Ce qu'ils ont fait comme stratégie, c'est d'investir dans les infrastructures, dans des vieilles bâtisses pour recréer des marchés fermiers là. Et la condition pour avoir des subventions pour ces projets-là, c'est que tu dois te regrouper avec des fermiers et des projets de 500 000 jusqu'à 1 million de dollars qui sont prêts à investir, en autant que tu achètes dans ton territoire, dans ta région, pour valoriser les produits du terroir. Donc, c'est exactement ce qu'on a fait. La plupart des produits du terroir qu'on a, c'est de la région. Bon, évidemment, on a Charlevoix, on a partout des produits extraordinaires. Mais on a beaucoup, par exemple, les fruits et légumes viennent beaucoup de la région ici. Des producteurs extraordinaires qui peuvent pas, ils n'ont pas les moyens de vendre à ces gros joueurs-là. Et surtout, c'est difficile parce qu'ils sont dans des rangs, en guillemets, parce que c'est des terres agricoles. Donc, les clients ne vont pas les voir. Donc, ça leur donne une alternative, une belle vitrine, si on veut, pour avoir leurs produits. Donc, il y a des choses extraordinaires qui se font en région, puis que ça nous permet de donner une bonne visibilité. Tu sais que j'ai commencé à faire des courtes autours. Tu sais, je fais des courtes autours, moi, Oui. des événements de courses et de marches gratuits partout au Québec. Puis je fais découvrir des régions. Puis ça, bref, j'ai commencé à aller faire des courses chez les maraîchers. OK. Alors, on va chez un maraîcher, puis on va voir ses plantations. Mais je te jure, les gens sont émerveillés par les maraîchers. On ne va jamais voir un maraîcher. Ils nous reçoivent les asperges, on est allé voir les échalotes, les oignons, les salades. Puis là, on lui parle d'un autre temps. Puis les gens, on n'est pas au courant comment ça fonctionne. On ne savait même pas qu'on pouvait aller voir un maraîcher. Les maraîchers disent, maintenant, venez, je vais vous montrer ma tête. Puis on fait des trajets là-dedans. Mais la curiosité des gens par rapport aux maraîchers, par rapport aux produits, n'importe quoi. Et là, ils sont curieux. Ils veulent apprendre. Avant la course, on parle tout le temps aux propriétaires qui nous parlent de ces terres. On mange les paroles de ces personnes-là. Absolument. Parce que Ils ont une passion, autre c'est vie. sûr. Ben oui, ben c'est oui. une passion, c'est une autre vie. Eux autres, des vacances 4 semaines par année, les journées de maladie, là, ils n'ont aucune idée de quoi qu'on parle. Là. C'est deux mondes. Ils travaillent tout le temps. Puis c'est merveilleux, c'est ça. Le monde est curieux, puis le monde veut apprendre. C'est simple, c'est du monde tellement pas compliqué. Ben, je veux dire, là, peut-être Mais que c'est je, des gens que je proches. généralise, mais toutes les, comme mon père avait une femme, whatever, puis son père, lui, il en avait une femme. Oui. Fait que moi, je grandissais, j'allais toutes les fins de semaine là-bas, puis tu sais, OK. c'est pas compliqué, ça dit ce que ça a à dire, ça a les mains épaisses comme la table, ça travaille. Ah oui, absolument. Puis tu sais, tu y parles, c'est le gars le plus souriant, le plus drôle, le plus, tu sais, comme c'est tellement simple, tu sais, puis c'est du monde qui vit. C'est du monde qui bûche, mais heureux. Non? C'est Mais tu sais, on des parle gens des heureux. autres comme Vous si avez... c'était, tu sais, comme si c'était une autre, Ben, une autre sorte oui, mais d'humain, mais oui, tu sais, je mais veux dire, on c'est est tellement comme ça. déconnectés. Non, je sais, mais C'est ça comme qui... ça, pareil. Le Gap, comme le Grand Canyon, il est là. Tu sais, on parle comme si c'était une autre marque là, d'humain. Puis, Sébastien vient de le dire, là, dans la région, là, on n'est pas à 6 heures de route. Là. Il y en a autour de nous, là, puis on ne va pas les voir. Là. Puis en fait, je fais le lien avec ta première question sur la Chambre de commerce. Ça m'a amené là parce que nous, à la ferme, les produits du terroir, les produits locaux, c'est très, très important. J'ai beaucoup de petites fermes qui sont disponibles au magasin et tout ça, et c'est un travail difficile. Et l'année, là, moi, ça fait longtemps que je suis impliqué à la Chambre de commerce. J'ai toujours cru. C'est important d'encourager nos commerces. Et c'est un retour que j'ai fait il y a quelques années à la Chambre, au niveau du conseil d'administration. Et on cherchait une façon innovante, si on veut, pour l'achat local. Il y avait déjà une première tentative d'achat local il y a quelques années qui misait plus sur les promotions. Je pensais à l'époque que ce n'était pas nécessairement l'idée qu'on devait faire en premier. Mais j'ai quand même embarqué parce que je crois énormément à l'achat local. Ça a plus ou moins fonctionné parce qu'on misait sur des promotions. Déjà, les marges dans le détail sont difficiles. Si en plus, il faut que tu mettes des promotions pour attirer des gens, c'est bon. Et l'année passée, on était en plein brainstorming, savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour que les gens pensent à nos commerces. Nous, on est entouré d'une région qui est très vivante à Chambly, une région extraordinaire. Quand je parle d'une région, je parle de Carignan, Chambly, Saint-Mathias, Richelieu, donc le territoire de la Chambre de commerce. On est entouré de gros pôles commerciaux comme le 10-30, comme les promenades, tout ça. Et la compétition est très féroce. Et là, si j'ajoute en plus Internet, Amazon, qu'on peut commander rapidement, c'est très difficile. Et les gens, il y a un réflexe, j'ai besoin de quelque chose, je vais aller au 10-30, où je vais aller. Bon. Et ils ne connaissent pas ce qui se passe. Il y a des choses extraordinaires, des commerces extraordinaires à Chambly et dans la région. Et quand je parle de commerce, c'est autant les industries aussi, c'est les travailleurs professionnels qui ne sont pas connus, les restaurants, tout ça, tous ces gens-là. Et il s'est passé quelque chose d'extraordinaire justement à la ferme. Une cliente qui est arrivée, c'était à la fin septembre, début octobre.
Et elle m'a accroché, elle me dit, Monsieur Dion, c'est extraordinaire ce que vous avez à la ferme. C'est la première fois que je rentre, la papillonnerie, la ferme éducative, les animaux. Elle dit, je savais pas que vous avez tout ça. Mais elle dit, je passe devant tous les jours, puis je suis jamais arrêté. Puis je dis, ah, mais madame, vous venez d'où? Vous venez de Montréal, Sherbrooke? Elle dit, non, je suis de Chambly. J'ai dit, ah oui, ça fait combien de temps que vous habitez à Chambly, vous venez d'arriver? Elle dit, non, ça fait 20 ans. Et je suis pas tellement poker face, donc ça a apparu un peu mon incrédulité. Puis elle dit, ouais, c'est vrai. On n'y pense jamais à nos commerces. Puis je dis, c'est exactement ça. Donc, avant de parler d'achat local, on doit penser local. Donc, c'est une campagne qu'on a débutée au mois de mars, qui fonctionne très bien. On ne mise pas sur les produits, on ne mise pas sur les promotions, on ne dit pas que la poutine est meilleure qu'ailleurs, même si elle l'est, mais on dit vraiment, on parle des gens, on parle de l'histoire des gens. Pourquoi ils ont décidé de choisir s'établir à Chambly, ces commerces-là? Et on met beaucoup de visages, on met vraiment toutes les personnalités. C'est les meilleurs ambassadeurs pour une campagne de pensée locale puis d'achat local, évidemment, c'est les commerces. Alors, on a quand même un bon succès, en toute modestie. Il y a déjà 3 000, 4 000 personnes qui nous suivent régulièrement sur Facebook. On a 65 000 personnes qui nous voient par mois toutes nos parutions. On fait des concours, on fait des reportages, et on fait des belles photos. Je pense qu'on est bien alignés, mais ça change tout. Puis on espère que les gens vont penser à nos commerces avant d'aller au problème. Moi, mon rêve, et je conclue là-dessus, mon rêve, c'est quand on aimerait quelqu'un prendre sa voiture, au lieu de voir nos publicités et dire « Ah, c'est mes chums, je reviens sur pas puis qu'ils viennent nous voir. » C'est ce qu'on aimerait. Mais c'est ça, je m'en allais dire. Tu sais, Chambly, pour avoir. Tu sais, je venais ici, moi, j'étais jeune parce que il y avait une bar. En tout cas, on venait à Chambly. Je connaissais un de mes amis qui habitait à Chambly. Puis Chambly dans les années 80. Ouais. Puis Chambly aujourd'hui, bien évidemment, les villes changent. C'est plus la même ville, c'est sûr. Plus la même ville. Non. Et là, je trouve Chambly, entre autres, parce que là, on parle aussi. Là, je parle de Chambly, mais Saint-Mathias-Richelieu, tout ça. Mais Chambly, c'est touristique, les vélos, c'est très sportif. Il y a une rue, là, il y a des terrasses, il y a des commerces. C'est le temps là, de faire connaître parce qu'il y a de la belle, du beau commerce. Là. Absolument. Il y a de la variété, Absolument. il y a tout. Là. Ouais. Puis il y a beaucoup de touristes qui découvrent beaucoup Chambly. On a le fort. Tu peux passer une méchante journée. Là, tu vas à la ferme, après ça. Il y a on peut aller au Fourquet-Fourchette, au Tricolorie, c'est extraordinaire. Les épices, écoute, il y a le petit détour, les crèmes glacées, t'as tout. Oui. Puis il faut faire venir. Puis là, on parle de Chambly, mesdames et messieurs, mais chaque ville a leurs produits locaux, puis il faut encourager le produit local. Puis c'est ça, la chambre de commerce. La chambre de commerce, là, je reviens là-dessus, c'est pas tout le monde qui connaît ça. Moi, je pensais que je pouvais même pas m'inscrire. Là. Pour vrai? Voyons, oui. Non, moi, c'est quelqu'un qui m'a dit, tu as une petite entreprise? J'ai dit, petite à Mosa, je suis toute seule. C'est beaucoup. C'est une petite entreprise événementielle, puis je fais des événements, puis il faut venir à la chambre de commerce. Fait qu'il y a bien des gens qui pourraient adhérer à une chambre de commerce puis faire partie de ça. Puis, mais c'est quoi le plus pour quelqu'un dans une chambre de commerce? Qu'est-ce qu'on fait dans une chambre de commerce? En fait, la chambre de commerce, le rôle d'une chambre de commerce... c'est très affaire, c'est très oui, chambre de commerce. Oui, mais c'est très démocratique aussi en même temps. C'est très... en fait, une chambre de commerce, le rôle d'une chambre de commerce, c'est de faire parler des entrepreneurs, de faire parler des commerçants. C'est un travail très difficile. Au niveau de la compétition, au niveau de la rétention de main-d'œuvre, on a des défis difficiles à Chambly, dans toutes les régions de toute façon. Donc, le rôle de la chambre de commerce, c'est de valoriser ce métier-là, c'est d'expliquer et c'est aussi de représenter sur les enjeux locaux. Par exemple, on parle de circulation, on va parler d'achat local, on va parler rétention de main-d'œuvre, les industries aussi qui ont besoin d'un coup de main, les OSBL, les organismes sans but lucratif. C'est très difficile. Et ce qui est merveilleux, je vous dirais, depuis 2 mois que je suis à la Chambre, en tant que président, c'est que ça me permet de tout voir, un côté de Chambly que je ne connaissais pas. Parce que là, on a nos habitudes, ça fait quand même 45 ans que j'habite à Chambly, pour ne pas vous dire mon âge. Et... 45 ans! Je suis arrivé à Chambly, j'avais 5 ans. Alors, donc, ça fait longtemps que je suis... Et là, on a toujours nos patterns, en guillemets, nos habitudes d'achat, puis tout ça, puis notre façon de... On les mêmes commerces. Oui, c'est ça. Puis là, de visiter ces organismes-là qui travaillent très, très, très dur, d'un Chambly, d'une région, quand je dis Chambly, c'est encore les 4 villes, qui ont besoin d'aide. Ça m'a touché beaucoup, ce que j'ai vu. Et ça aussi, ils ont besoin de la Chambre pour faire parler d'eux, pour les valoriser, puis pour effectivement donner la meilleure visibilité possible à ces gens-là. C'est extraordinaire ce qu'ils font. Ouais. Mais c'est un gros rôle, là, président. Puis est-ce que c'est très
politique? Parce que là, on parle de la ville, de circulation, de la main-d'œuvre. T'es quasiment le pied dans la politique. Je veux dire, c'est entre les deux, il y a une différence. Ben, on ne fait pas de politique, c'est important. On ne C'est fait pas de très important de le politique. dire, Et ça, c'est important. On n'est pas des politiciens, on est des entrepreneurs. Mais on a des choses à dire et il faut l'expliquer. Des fois, les gens ne comprennent pas toujours ce qu'on veut, nos enjeux et tout ça. C'est très difficile comme métier. Et on s'assoit avec les intervenants pour dire, voici, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble pour améliorer les choses, que ce soit plus facile. Au niveau des règlements aussi, au niveau de la visibilité. Tu disais que oui, effectivement, c'est ainsi. C'est en pleine saison, l'été, c'est extraordinaire. Il se passe des choses magnifiques. Mais il ne faut pas oublier qu'en janvier, février, à Chambly, c'est plus calme. Et c'est là aussi que nos commerces ont besoin de visibilité, que nos résidents qui ont un pouvoir d'achat extraordinaire viennent nous voir. Il y a quelques années, il y avait eu une étude de Géocom qui avait été faite en 2006-2007 qui évaluait les pertes commerciales, les fuites commerciales. Les fuites commerciales, c'est, mettons, tu as 200 $ à acheter de plantes. Au lieu de les acheter à la ferme Guillon, si tu vas, par exemple, ailleurs, mettons, à La Prairie ou à Brossard, ton 200 $, c'est une fuite commerciale. Tu es résident de Chambly. Donc, ils ont calculé le montant annuel des fuites commerciales qui se produisaient dans la région. Et ils estimaient à 200 millions de fuites commerciales. C'est énorme. Mais vous avez trouvé ça comment, cette fuite? Donc, c'est un calcul. C'est une étude. Oui, c'est une étude. Ils regardent les comportements d'achat. Alors, ils sont capables de calculer les fuites commerciales par rapport aussi à l'offre qui était disponible à ce moment-là. Ce qui existait, par exemple, le niveau du mobilier, au niveau des meubles, on n'a pas ça. Donc, les gens vont acheter tant par année de meubles. Comme il n'y en a pas, bien, ils vont ailleurs. Donc, c'est tout ce calcul scientifique comme ça. Donc, c'est un gros rapport. Et à l'époque, on était juste 40 000. Donc, on est rendu 50 000 aujourd'hui. La ville de Carignan va se développer aussi énormément. Donc, on ramène ça en dollars d'aujourd'hui à environ à 275 millions de dollars. C'est ça l'enjeu. Mais c'était incroyable. C'est énorme. Est-ce qu'on est capable de récupérer en changeant un peu les choses, en améliorant l'offre commerciale? Donc, penser local, c'est déjà une conscientisation, de venir nous voir et tout ça, mais aussi faire des choix. Quels sont les commerces qu'on devrait avoir? Maintenant, on parle beaucoup de commerces de proximité. À l'encontre d'Amazon et tout ça, on veut un contact direct avec le propriétaire ou avec les gens qui nous expliquent des choses. Comme on disait à le retour à la terre, c'est le même principe qu'on le voit au niveau du commerce. Donc, on peut aussi décider quels sont les commerces qu'on devrait avoir. Il y a peut-être des commerces aussi qu'on a trop aussi. À un moment donné, il y a une saturation. Quand la ville a aussi une responsabilité, avant de donner un permis dans un commerce qu'on a déjà 5, 6, 7, 8 sur le territoire, bien, on peut dire, peut-être qu'on devrait avoir un autre commerce qu'on n'a pas, qui attirait aussi des gens. Donc, c'est un peu le rôle de la Chambre de commerce, de jouer un rôle sur l'offre et aussi la meilleure visibilité. Je me répète, mais c'est très important, la meilleure visibilité de ces commerçants-là, de ces organismes-là qui travaillent très, 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 très fort. Le président de la Chambre de commerce, c'est quelque chose. Puis, admettons, je sais pas, c'est des spéculations, mais admettons, c'est quoi les impacts, admettons, de ce 275 millions-là pour la ville, admettons? Mettons qu'on coupe de moitié, c'est quoi les changements? En fait, la vérité, c'est 275 millions de fuites commerciales. C'est sûr qu'on ne peut pas tout aller chercher. Non, je sais. On ne peut pas récupérer 275 millions demain matin. Il avait estimé, puis on l'estime encore aujourd'hui, à peu près entre 50 et 60 millions par année qu'on serait capable, en ajustant notre offre commerciale, en étant plus visible, puis en choisissant des commerces qui sont à répondre à la demande, environ 50 et 60 millions par année qu'on serait capable de récupérer. 50-60 millions, c'est le budget de la ville au complet de Chambly. Donc, c'est pour donner une grandeur d'idée, c'est quand même assez important. Ouais. Donc, chaque année, quand on ne bouge pas, quand on ne fait rien, bien, on renonce à chaque année à entre 50 et 60 millions d'argent. C'est énormément d'argent. Puis ce 275 millions, calcules-tu les gens, comme si tu brutes dans le sens, ça calcule-tu les gens qui partent venir acheter à Chambly? Non, ce n'est que les gens de Chambly qui vont. Donc, c'est sûr qu'il y a un retour du balancier. Il y a des gens qui sont peut-être de Brossard qui viennent à Chambly, mais le réflexe, c'est beaucoup plus de gens de Chambly qui vont à Brossard ou qui vont à Saint-Jean. Il y a plus de réflexe que des gens de Saint-Bruno qui viennent à Chambly, malheureusement. Pour faire le calcul, tu pourrais voir aussi le nombre de gens de l'extérieur qui se déplacent pour voir. C'est pas tant que ça. C'est pas tant que ça. Souvent, puis ça fait longtemps que j'habite dans le secteur de Chambly, puis les gens disaient, il me semble que c'est plus vite aller au 10-30 que d'aller dans le centre-ville. Il y a encore ce réflexe-là. Et ça, changer les habitudes d'achat, c'est très, 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 très long. Donc, les nouveaux résidents, il faut intervenir parce que eux autres, ils commencent leur habitude d'achat. Donc, ceux que ça fait plusieurs années qu'ils ont l'habitude, c'est dur à les faire. Mais il y a un mouvement, on le voit, je vous dirais qu'il y a un buzz actuellement. Qu'est-ce qui se passe? Les gens, ce qu'on fait, de façon très modeste encore, ils apprécient parce qu'on parle vraiment des gens. Puis quand tu es capable de t'associer à quelqu'un, quand tu n'as jamais franchi le non
c'est-à-dire un commerce. Par exemple, ici, un commerce extraordinaire, et on sait que c'est Louis, puis on l'a vu sur Internet, on sait son histoire, qu'il est souriant, puis tout ça. Bien, quand on s'attend à le voir, et quand on le voit, bien, déjà, le contact est plus facile, puis on est moins gêné, en guillemets, à entrer dans le commerce. Ce que j'en remarque aussi, pas juste à Chambly, vraiment partout aussi, c'est que je pense que je suis pas capable de calculer sur ma main le nombre de fois que je me suis juste déplacé quelque part sans objectif, juste aller fouiller. Oui. Tu sais, juste, admettons, aller sur la main, tu sais, la fameuse expression aller sur la main, mais tu sais, juste, là, j'ai rien à faire. Comme l'autre fois, on l'a fait, on est allé se promener à Chambly, tu sais, sans objectif précis. Fait que tu sais, t'as pas besoin d'aller, tu sais, il n'y a pas de terme de genre, faut que j'aille acheter ça vite, faut que j'aille, tu sais, juste prendre une journée, puis vraiment, sans objectif, puis on dirait que c'était tellement enrichissant, mais ça arrive plus tant que ça, tu sais. Non. Je pense que c'est un peu ce modèle-là qui est important, tu sais, mais tu trouves pas le temps de le mettre dans ton horaire, puis c'est pas de quoi tu peux mettre dans ton horaire, mais c'est tellement enrichissant de juste faire ça, puis pas juste ici, là, n'importe où, là. C'est sûr. Juste d'aller, puis chaque ville a son secret, tu sais. Tu trouves des joyaux, je trouve. Là. Non, puis on a des beaux événements à Chambly. Ah oui. Le Bière et Saveur qui s'en vient dans quelques jours. Il y avait le festival multiculturel il y a quelques semaines aussi. Il se passe des choses extraordinaires. Mais là, la salle de spectacle. La salle de spectacle qui s'en vient. On est ça très va être excités par rapport à ça, incroyable, c'est va sûr et emmener certain. beaucoup de monde, Oui. mais tu sais, tu parlais de l'hiver à Chambly. L'hiver, c'est l'hiver, là, partout. Là. Mais il faut trouver une façon de... Chambly est rough. Non, mais la ville, la rue principale, tu mets plein de lumière, tu fais un party, tu mets un DJ, tu fais de la musique libre, on peut faire quelque chose. Une patinoire autour du J'ai bassin. Donne-moi un mandat dans la chambre du commerce. Parfait, ça c'est une bonne idée. Non, effectivement, mais c'est des idées comme ça que ça nous prend, c'est exactement ça. La fête, ça prend, il faut que ça soit festif, Oui. rassembleur. Vraiment, ça prend le plus gros sapin de la Rive-Sud sur le premier rond-point quand tu rentres. Mais tu manques un peu d'ambition. Ça prend le plus grand sapin d'Amérique du Nord. Non, mais c'est ça, je sais. Mon Mais tu sais, genre Dieu, une tour, là. T'es petit. Faut agrandir. Petit. Non, mais tu sais, tu peux. Moi, c'est Un une jour, saison je- que j'aime l'hiver. Donc, moi, c'est sûr que ça prend des petites lumières blanches, des petits cafés, des feux, Oui. des feux. Puis. On a des chiméras ici. Oui, En passant, allô, wow, la croisée magnifique. la croisée Tu vois, des chemins, hein, c'est ça ici fait qu'on du filme depuis le début, vous le savez. La croisée des chemins, il faut venir faire un tour ici. Merci, la croisée des chemins. Et présentement, il y a deux petits chiens Mira dans le Magnifique. restaurant qui sont en train de socialiser et qui me lèchent les pieds présentement. Oui. Et non, ça ne me dérange pas, madame, vous pouvez me lécher les pieds. Je manque d'affection. Si cute, ça n'a pas de bon sens. Excusez-nous. Ça nous prendrait à la ferme. Oh oui, la ferme! J'ai lu quelque chose de très drôle. Là, on change de sujet, Oui. mais j'ai lu... Tu sais, dans chaque ville, il y a du pas beau, là. Oui. Il y a quelqu'un qui a dompé Ouais. un spa d'un vidange, puis les vidanges, c'était sur ton terrain, sur ta terre. Ouais. J'ai-tu rêvé ça? Non, moi? non, c'est vrai. C'est un peu Fait que le monde, il dit, il est Ouais. plus bon, mon spa. Physiquement, ils l'ont C'est emmené. déplorable. On est situé à sortie 22 de l'autoroute 10, donc Oui. on est vraiment collé sur l'autoroute. On est dur à manquer. Malheureusement, ben, on devient comme un... Un dépotoir? Ouais, c'est un peu Es-tu triste. sérieux? C'est pas, ok, Ben, c'est en pas fait, tout, là. on le voit là, à la fonte des neiges, on le voit, on a vu des friches d'air, on a vu des pneus, on a vu des... Malheureusement, Ils ça font arrive trop physiquement, souvent. là, ils sont sur le bord de Absolument. l'autoroute, puis ils pitchent Oui, le oui, spa dans sur le... l'autoroute, sur le long de la rue Brillant. Je n'en reviens pas. Oui, stationnement. Je sais que c'est probablement des gens de l'extérieur parce qu'on est collés sur l'autoroute, comme je dis, puis tout ça, puis bon... Pas de papillon, t'es correct. c'est ça. Mais malheureusement, oui, ça arrive C'est vraiment laid. trop souvent, malheureusement. Nous, on fait notre part, quand on est capable de récupérer et tout ça, mais un spa, c'est impossible à récupérer. Mais là. Il jette un spa. Il- Jeter un spa. Ouais, probablement qu'il était fini, il faisait 10 ans qu'il l'avait dans sa cour, mais il l'a jeté. Ouais, Sérieusement, là. c'est un peu Je triste. suis un peu flabbergasté. Ouais, c'est déplorable. Est-ce que toi, tu te fâches dans la vie? Parce que moi, je te connais peu, mais à chaque fois que je te vois, t'es très, Oui, très mais on est zen, le hein, dans caractère la plus vie. calme, effectivement. Oui, y a quelque chose qui fait comme on l'a. Tabarnak! Évidemment, on peut bien se fâcher quand ces gens-là, mais ils ne Non, mais je te comprendront parle pas. de lui Mais, exactement, mais qu'est-ce qui te fâche dans la vie? mais on l'explique, on essaie sur les réseaux sociaux. En fait, la vérité, c'est que penser local, c'est ça aussi. Penser local, on a un aspect tout environnemental. Connaître, c'est évident. Oui, ben pas connaître, oui. Mais en fait, on a je ne l'ai pas dit, mais à tous les vendredis, on a un bon Oui. coup de la semaine. OK. Avec les gens de Éco-Citoyens de Chambly, un groupe extraordinaire qui ont commencé cette activité il y a quelques semaines déjà, quelques mois en fait. Et à tous les vendredis, ils me publient le bon coup de la semaine. Donc, on a un organisme, une entreprise, un commerce qui a fait un bon coup pour l'environnement. Donc, soit retirer le plastique, soit enlever les pailles, soit trouver une façon de composter, on l'annonce. Parce que c'est ça aussi, penser local. C'est
quand tu es fier de ton patelin, quand tu es fier, Exact. tu ne fais pas des choses comme ça. Exactement. Alors, je suis convaincu à 100% que ce pas des gens de Chambly parce Non. que les gens de Chambly, on les conscientisés, puis on pense localement, on est trop fiers pour faire ces choses-là. Je suis convaincu que c'est d'ailleurs. Mais c'est quoi, Éco? On peut trouver Les citoyens ça Éco, où? oui, c'est un beau site Facebook, Éco-citoyens de Chambly. C'est bien le fun. On peut le trouver via Pensée locale aussi, vous allez les trouver. C'est un groupe de citoyens de Chambly qui veulent changer les choses. De la même façon que nous, on fait avec Pensée locale, donc très éducative. On explique un peu qu'est-ce qu'on fait. Même chose. C'est pas des gens qui vont réprimander. Au contraire, c'est des gens qui vont vous expliquer. Nous éduquer. Oui, en éduquer, fait. mais c'est vraiment dans ça la qui nous tendance. manque, hein, C'est ça, c'est- exactement. Tu sais, comme aujourd'hui, j'écoutais la radio, les bouteilles au recyclage. Ouais. Patrick Lagacé dit, les bouteilles, là, ils vont pas au recyclage, ils vont dans les vidanges. Tu les mets là pour rien. Je fais, ah, vrai? Tu sais, je conduisais l'auto, puis je me suis tu sais, je dis, moi, j'ai encore la naïveté de... Ouais. Puis là, paraît que on fait ça pour rien, paraît-il. Le recyclage, le bac bleu puis le bac brun, là, puis le bac brun, là, on va pas en parler, mais le gris puis le vert, Ouais, le bleu, ça, mettons, le Mhm. paraît qu'on fait ça pour rien. Possiblement. J'étais-tu mélangé? Ben, le rouge avec des points jaunes. Non. Avec la petite flèche, Il y a mon le Dieu. bleu recyclage, puis t'as le gris les vidanges, Puis puis le là, brun on me compost. dit... Ouais, mais là, le brun, je veux pas en parler. Pourquoi? Parce que je veux... J'ai pas dit ça, je veux juste te dire que ce qui se ramasse dans le bleu, on fait ça pour rien. Est-ce que c'est vrai? Ben, j'ai pas toutes les statistiques, évidemment, J'aimerais ça mais... que t'es Oui, bien, aise. merci, mais On te non. rendrait. Mais c'est effectivement un problème. La Chine a fermé son territoire et tout ça, donc ce n'est plus, ils ne veulent plus être les poubelles en guillemets de la planète, puis c'est tout à fait justifié. Il faut évidemment qu'on se réorganise, nous, puis quand je dis nous, c'est au Québec au complet, pour trouver des industries ou des entreprises qui peuvent le récupérer puis le valoriser aussi. Donc, c'est toutes ces choses, c'est toute cette façon-là. Donc, Pensée locale aussi, c'est ça, c'est de trouver une façon d'être plus écologique, puisque Éco-citoyen le fait très bien. Nous, on le fait aussi à des petits programmes, à petite échelle. On a à chaque arbre qu'on vend, on met $1 dans un fonds, puis pour un reboisement à l'étranger, dans les pays de l'Afrique, tout ça, on le fait avec un autre organisme. Donc, tous ces petits mouvements locaux aussi qu'il ne faut pas oublier, qu'on ne parle pas beaucoup. On est Mais- sur la bonne voie? Est-ce qu'on est sur la bonne voie? C'est une est-tu bonne bien? question. On est-tu bien? Je suis... Sur 1 à 10, on est rendu à quoi? Honnêtement, c'est sûr que c'est un peu inquiétant ce qui se passe. Comme je disais tantôt, j'ai 3 filles. Je ne sais pas dans quel environnement Ouais. ils vont statuer plus tard. Je leur souhaite le meilleur, mais c'est maintenant qu'il faut faire les décisions. C'est maintenant et ça prend. Je crois que le gouvernement veut changer les choses, mais c'est maintenant que ça doit se faire. Je dis toujours qu'il faut aller voter. Je ne fais pas de politique, oui, mais il faut quand même aller voter Absolument, pour ces programmes-là. Absolument. C'est des enjeux quotidiens. Mais c'est aussi des gestes gouvernementaux. Mais on ne peut pas toujours demander au gouvernement de tout changer. Hein. Non, on a une job Donc, à faire. ça, le travail qu'on fait d'expliquer aux gens l'importance de l'environnement, c'est individuel. Et ça, c'est un mouvement qui ne reviendra pas. C'est un mouvement qui est en force. Est-ce que tu penses que c'est une question de génération? Est-ce que tu penses que la génération des boomers, mettons, ou des X sont moins portés que les plus jeunes à s'occuper de l'environnement, à être conscients? Mais il y a Ah, aussi du- en du lien plus- avec les phases économiques ou industrielles. Là, tu sais, il y a des bouts que vous avez connus que vous n'aviez pas le choix de la réchauffer, la planète, pour comme la phase industrielle ou les guerres ou tout ça, que tu sais, ça a été énormément polluant puis toxique dans ces années-là. Mais c'est parce que ça a resté. Tu sais, je sais pas si je parle peut-être à travers mon chapeau, mais moi, c'est vraiment l'impression que j'ai que nous, toutes ces révolutions industrielles-là, le retour des guerres, pour partir pour les guerres, ça a vraiment stimulé l'économie et régresser l'écologie. C'est le fait de l'avoir gardé haut longtemps, je pense. En fait, je n'ai pas le contexte historique. Parce que pour répondre à la question, 2 choses, c'est que je ne vois plus ça. Avant, je voyais effectivement un choc de génération entre les jeunes, Puis tout on ça. le voit moins. Mais là, on le voit moins parce que les gens sont beaucoup plus conscientisés. Ma mère a fait du recyclage, a fait du compotage, ce qu'elle faisait pas il y a 10 ans, parce que ma fille lui a dit c'est important. Donc ça, C'est ça que je dis, c'est nos oui, jeunes qui nous emmènent. oui, mais elle n'est pas obligée non plus. Non. Mais elle le fait parce que, elle a compris. Donc, ce choc générationnel, il se rapetisse parce qu'il y a un contexte C'est une plus bonne- proche maintenant, tout ça. Maintenant, en 2019, je pense que puis je reviens encore à la Chambre de commerce, de parler que environnement et commerce ne vont pas ensemble, c'est plus vrai.
Maintenant, on fait des choses extraordinaires au niveau du commerce, au niveau des entreprises, au niveau de l'industrie, pour l'environnement. Donc maintenant, c'est lié ensemble. Autant qu'avant, on disait, l'environnement, c'est pas important, c'est important, c'est la croissance économique. On le voit partout, ce qui se passe dans les pays, par exemple au Danemark, puis en Suède, tout ça. Ils ont concilié les deux, puis c'est des entreprises, pas d'entreprises, mais ils ont des PIB extraordinaires, ils sont en croissance, parce qu'ils ont réussi à concilier les deux. Donc, je pense qu'on est rendu là maintenant. Ouais. J'espère qu'on est sur la bonne voie. Je nous le souhaite. Commence à faire chaud, là. Pour vrai, là. Hein? Il commence à faire chaud. Une canicule de 3 mois cet été, là. Faut que je capotais. Ah, ben non, ça a changé. Ben oui, on ça a le changé voit, là, bout pour bout. Mais tu sais, moi, je pense pas que... Je pense pas que c'est concilier les deux. Je pense juste que c'est comme c'est ça. Comme vous avez dit, c'est vraiment la surexploitation. Comme faut tout qu'on aille tout de suite vite. Puis je pense que c'est vraiment le fait, c'est pas de moins consommer, mais je pense que juste mieux s'informer sur ce qu'on achète. Puis comme vous avez dit, comme d'aller se déplacer, aller apprendre à parler avec le commerçant ou la personne qui le fait. Puis juste parce que le lien, la personne qui va te le vendre en te regardant dans les yeux, il est là l'achat, il est là la transaction. Exact. C'est comme de la regarder puis de t'imprégner du message. C'est plus fort que l'objet en tant que tel parce que tu vas la regarder. C'est une expérience. D'où le retour à la table. Parce que c'est pas juste de comprendre comment ça fonctionne, mais comment vous le faites. Les gens me posent des questions, mais comment vous faites vos fraises? C'est extra, vos fraises. Mais comment vous le faites maintenant? Avec quoi vous le faites? Qu'est-ce que vous utilisez comme produit? Donc, on est rendu là. Il y a quelques années, on faisait des fraises. Puis on a toujours été sur le mode écologique. Puis bon, on l'a toujours fait. Mais les gens avaient me posé, c'est belle vos fraises. Ils goûtent quoi? Puis là, ils étaient intéressés par le fait que ça pousse, puis tout ça. Là, ils sont rendus, mais qu'est-ce que tu mets dans tes fraises? Donc, on a vraiment évolué. Donc, ça, c'est vraiment important. Non seulement, oui, en fait, on est en processus d'être bio. Ça prend 3 ans avant d'être bio. Et nos tomates aussi sont en processus. Mais autant qu'avant, les gens voulaient comprendre d'où vient les tomates, puis comment on les fait, tout ça. Parce qu'ils veulent le faire maintenant chez eux. Maintenant, ils sont rendus un peu plus loin, mais parfait. Mais comment on peut faire la meilleure façon possible pour avoir le même rendement de tomates, en guillemets, mais d'une façon écologique. Donc, c'est complètement différent maintenant. Je m'en allais... moi, je connais rien. Hein? Fait que quand tu as dit on est en processus de... Moi, je ne savais pas qu'on avait un processus de bio à faire. Moi, là, dans la vie... Il y a du biologique. Je ne sais pas comment ça marche. C'est à cause des pesticides. Mais pourquoi tu es en pas? Tu l'es ou tu ne l'es pas? Non, mais ça prend... Il faut reconnaître, parce que c'est des processus durant 3 ans pour pouvoir le faire. Tu ne peux pas être biologique du jour au lendemain. Donc, il faut que tu démontres. Non, il faut que tu démontres. Tu as des procédures. C'est une façon de pousser. Il faut que tu démontres à la manière que tu le fais. Puis quand tu as maîtrisé le processus, tu le fais valider par Écossaire ou Québec Vrai, tout ça. Donc, ils te suivent pendant 3 ans. Et quand tu as le processus, là, tu deviens biologique. Mais c'est très difficile. Je crois que les normes... Quelqu'un qui est certifié biologique au Québec, au Canada, j'ai aucune certitude. Quelqu'un qui est biologique certifié au Mexique, j'aurais pas nécessairement je suis moins sûr, si on veut. Donc, mais je sais que ce qu'il fait ici, c'est d'une façon... C'est très réglementé, très, très suivi. J'ai aucune inquiétude pour les produits biologiques qui viennent du Québec ou au Canada. Aucune. Moi, bio égale... Il n'y a pas de pesticides. Pas en plastique. Ben, pas nécessairement. C'est quoi, il paraît qu'il y en a un peu. Là, j'étais un peu mélangé. Ben, en fait, c'est des pesticides qui sont permis en agriculture biologique. Mais il y en a. Il y en a. Nous, ce qu'on travaille, par exemple, au niveau des plantes, parce qu'on ne peut pas être reconnu biologique des plantes, c'est un peu plus compliqué, bon. Mais on a une façon écologique. Ce qu'on nous, c'est qu'on a des insectes. On a des insectes prédateurs qu'on appelle, qui viennent détruire les insectes qui sont maléfiques, en guillemets, qui viennent détruire les plantes. Donc, on incorpore, plutôt que de prendre des pesticides, des insecticides sur les plantes, donc, on utilise des insectes qui viennent détruire les insectes. C'est comme ça qu'on le combat. C'est plus dispendieux, c'est plus d'ouvrage, en guillemets, mais c'est surtout plus écologique, puis c'est comme ça qu'on le travaille. De là, le prix un petit peu plus élevé biologique. C'est toujours un petit peu plus élevé biologique. À cause de toutes ces raisons-là qui sont, pour moi, c'est nouveau, là. Ouais. Je suis toute seule qui ne sait pas ça? C'est-tu moi, non, ou il y en a plein comme moi qui ne sait pas ça? Bien, parce qu'à qui tu vas poser cette question-là, à part dans ce contexte-là, ou en y allant? Mais le monde, il le dit, le monde pose beaucoup de questions. Non, mais moi, j'avais déjà entendu. C'est ça, c'est quand le contexte va dire, hey, toi, t'es-tu biologique à cause que t'as des... Parce que moi, j'achète bio. Non, mais t'es capable de dire semi, c'est quoi bio, mais tu sais, là, de l'étaler. À ce point-là, non. Là, je trouve ça encore plus intéressant, en fait. Nous, à la ferme, on encourage bio. On encourage d'abord et avant tout québécois. Là. Les petites entreprises qui n'ont pas nécessairement les moyens d'être biologiques, qui font des choses extraordinaires de façon écologique. Donc, notre priorité, c'est local. Ensuite, c'est local bio, évidemment. Et ensuite, ça, c'est le top. Ensuite, c'est biologique
de l'étranger. Mais c'est sûr et certain qu'on va toujours encourager nos petits producteurs locaux parce que c'est un travail qui est difficile. Ils n'ont pas nécessairement les moyens d'avoir les normes strictes, mais ils le font pareil. Puis ils n'ont peut-être pas les moyens de se faire reconnaître, tout ça. Donc, tout ce qui est local va toujours être en priorité à la ferme, c'est clair. Bravo. En tout Ouais, cas, bravo. merci. Puis, sérieux, allez voir ça. Mais moi, il y a de quoi qui me trotte dans la tête. Là. Oui. C'est que moi, là, je vais parler de moi un peu. Moi, j'ai fait une thérapie. Moi, j'ai eu des problèmes de consommation. J'ai dû arrêter pour des quelconques raisons. Puis, quand j'étais allé à votre ferme, ça faisait peut-être 3-4 mois que j'étais sorti. OK. Puis, dans papillonnerie, vraiment, là, j'étais ému parce que là, pas si longtemps que ça, je le voyais pas, tout ça qui m'entourait. J'étais vraiment deep, puis j'avais vraiment mal, tu sais. Puis j'ai vraiment, là, comme ce contact-là, il m'avait vraiment chamboulé, tu sais. Depuis tantôt, j'en parle, puis je voulais pas nécessairement en parler, puis c'est pas du mélodrame que je veux faire, mais c'est vraiment ça que j'avais vécu. C'est vraiment, hey, check un papillon, tu sais. Tu vas t'en sortir, tu sais. Il y a des belles affaires, il n'y a pas juste à adopter, comme ça m'a vraiment, vraiment trotté dans la tête, puis j'avais regardé par après. Puis il y en a qui font ça, des thérapies sur des fermes ou quoi que ce soit, puis tu sais. Puis ouais, des thérapies. Mais c'est pas nécessairement des thérapies, mais c'est juste des prises de conscience. Ou, pas nécessairement 3 mois fermés, mais tu sais, est-ce que ça fait de quoi d'envisageable? Quelque part, ici, plus, ça arrive ça, des visites. Non, mais pas une thérapie, mais je veux dire, comme des visites pour des centres comme, mettons, moi, j'avais des centres de détention, pas de détention, mais de thérapie, 3 mois, tu sais, que là, je suis sur un plancher glissant, mais vous comprenez ce que je veux dire? Non, mais je sais, mais... Non, mais tu sais, comme, mettons, moi, j'étais une thérapie de 3 mois, tu sais, ça serait-tu envisageable de dire, OK, mais tout le monde peut aller visiter, samedi. Tous les groupes peuvent y aller. Non, mais organisé, tu sais, je veux dire. Je sais pas. Parce que moi, ça m'avait vraiment marqué, puis j'essaie de vous aider, en fait. Là, mais merci de nous aider. Je donne des idées, mais non, mais en fait, non, mais... comme je le disais tantôt, la chambre commence, il s'en va, puis il me parle plus. Non, pas du tout, mais ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'on a des activités à tous les fins de semaine à la ferme, parce que, justement, le non-ferme, autant que nous a aidé à développer ce concept-là, autant que les gens n'ont pas le réflexe de venir tu sais, on va à l'épicerie à tous les jours, ou tous les semaines. Mais venir à la ferme, c'est pas nécessairement un réflexe. Donc, on a développé beaucoup d'activités pour intéresser les gens. On a quelques semaines, on avait le salon des insectes. Et c'est des gens extraordinaires, les entomologistes, qui avaient des araignées sur eux. Il y avait des insectes qu'on voit pas nulle part. Et c'est des gens passionnés aussi. Ça, les gens aiment ça, ils découvrent. En fait, dans 2 semaines, on a l'envolée des papillons monarques. C'est ça. C'est dans 2 semaines? Oui, c'est dans 2 semaines. C'est le 14 et 15 septembre. C'est un des événements les plus couru. Ouais. Et je pense que c'est un des plus beaux événements qu'on a à la ferme. On a plein. On a des ateliers et tout ça. C'est à quelle heure? En fait, c'est toute la journée, mais l'envolée spécifique est à 2 heures. Et ce qui est magnifique de cet envolée-là, c'est que c'est l'envolée du monarque qui revient. Il fait le parcours, donc il retourne au Mexique pour faire l'acte d'amour, pour pouvoir retourner. Ça donc, vieux? Oui, en fait, ça dure quelques jours, effectivement. C'est 3 mois mois pour descendre, puis bon, pour monter, c'est un peu plus rapide. Mais c'est un événement... C'est une bonne ride avec des petits ailes en poil, non? Oui, absolument. C'est un parcours, puis les scientifiques ne comprennent pas pourquoi ils vont exactement au même endroit. Et même si de génération en génération, là, ils ont un code génétique, ils savent exactement où se rendre. Et le parcours est difficile. Et à chaque année, il y a des embûches, parce qu'ils utilisent des pesticides aux États-Unis. Donc ça aussi, on leur explique ça. Mais ce qui est le plus beau, c'est que le papillon, on lui souhaite le plus beau voyage possible. Et on fait un vœu. Et donc on fait une prière humoristique, si on veut, puis après on fait un décompte 10, 9. Et là, on vend des petites enveloppes où le papillon est en attente. Et on vend les enveloppes après 7 $. Et on remet tous les sous à une fondation du coin. Et là, on fait le décompte 5, 4, 3, 2, 1, on fait un vœu, et là, tout le monde ouvre le papillon ensemble. Et ça fait un envolé. C'est extraordinaire, les papillons, les enfants, beau les temps, photos. mauvais temps? Beau temps, mauvais temps. En fait, la vérité, Grèce, on est chanceux, il fait toujours beau. Mais l'année passée, il n'y a plu. Et là, on était un peu inquiets parce qu'il ne faisait pas tellement beau. On s'est dit, mon Dieu, quel genre d'envolé que ça a été. Et il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Les papillons sont restés dans les mains des gens. Donc, les enfants pouvaient encore plus apprécier parce qu'il faisait un petit peu plus froid. Et là, le papillon restait dans la main. Il dormait, je pense. Il dort, il est au repos. Il fait beau et chaud, il se réveille tout de suite. Puis bon, le matin, c'est un peu plus froid. C'est comme nous, le matin, l'hiver, on a plus de misère à se lever. Alors, c'est le même principe pour le papillon. Et là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Les papillons restaient dans les mains. Et un petit garçon qui est venu me voir. Parce que le papillon, il partait pas. Puis il avait peur. Le petit garçon m'a dit, monsieur, je suis un peu inquiet. Le papillon, il reste dans ma main. Qu'est-ce qui va lui arriver? Pourquoi il reste dans ma main? Puis là, je lui ai dit, parce qu'il sait que tu es une bonne personne.
Alors, savez-vous le sourire du petit garçon, le sourire de la maman. Donc, c'était un événement extraordinaire, beau temps, mauvais temps. C'est Mais toujours le un bel 14 événement. septembre, je vais être là. Oui, 14 et 15 septembre. Parce Moi, l'année que, passée, exactement, on l'avait raté. Puis je me suis dit, c'est sûr, je veux voir ça. parce que le 14 septembre, j'ai un événement à Chambly, Oui, Courtautoun. OK. Et je vais aller Bon, je vous avec invite. la gang. Après Parfait. ça, aller là, ça va, c'est Merci. sûr qu'on y va. Merci beaucoup. Monsieur Dion, ce fut Merci, merci. Tellement intéressant. très, merci beaucoup. très éducatif, Avez-vous des questions intéressant. pour nous? Avez-vous des questions pour nous, vous? Ben, vous êtes là le 14? Ouais. Vous venez? Ben, Parfait, oui, moi, excellent. le Bon, 14 parfait. septembre, c'est Je un vous, événement, je vous c'est un réserve un dimanche. papillon chacun? On Oui. va t'en prendre une boîte. Bon, parfait. Puis, allez voir nos sites achats locaux. Oui, c'est Pensée locale, c'est génial. Oui. Sur Facebook, si vous voulez nous aimer. Évidemment, Ferme Guyon sur Facebook aussi. La ferme Tous nos Guyon. événements sont là, autant avec Ferme Guyon, autant qu'avec Pensée locale. C'est Fait génial. que la grosse araignée noire sur le bord de la 10, Oui. au point de la C'est vrai, 35, c'est une avec grosse la- araignée noire. Oui, Avec absolument. la grosse bâtisse rouge. Oui. Ben, rentrez, Puis- ralentissez, pognez à la queue, rentrez, puis vous allez être émerveillés. Pour de vrai, c'est C'est vraiment une belle place. Merci. Félicitations. Ben, vous Merci faites beaucoup. une belle job, Merci, puis merci vos encore. employés sont extraordinaires. Ah, merci, je vais leur Je dire. sais que dans l'année, là, excuse-moi, mes fins sont toujours incroyablement longs. C'est long, ça finit plus. Il y a des événements, tu sais, il y avait des livres à un moment donné. Il a fait plein de choses à Ouais. l'année longue. Hein? Absolument. On On a la Grange Hantée qui s'en vient, le pâté chinois en novembre. On a tous les artisans. On a 100 artisans qui viennent dans nos serres le dernier week-end de novembre. On a le vrai Père Noël qui vient nous voir. C'est vrai, hein? Oui, Oui, c'est c'est vrai, le je l'ai vrai, recommandé. celui-là, Chasse oui. au lutin en décembre aussi. On a beaucoup de choses à Il y a la fin. beaucoup de cette choses. année. C'est le vrai, c'est le vrai. Non, c'est le vrai C'est Père Santa. Noël. Je vous merci beaucoup d'être venu, Merci, M. Dion. plaisir. Merci Ça beaucoup. fut un très, très, Merci, très bon. merci On se voit encore, au merci. Ferme Guyon. Merci tout le monde. Merci Merci. d'écouter puis venez nous écrire vos Yes. commentaires. Et on se revoit dans Après un la autre pause. podcast. Tel mère, tel fils. Partagez. C'est ça qui est important. Bonne écoute. Bye. Merci. Et voilà. Puis là, il y a tout le temps moi, je fais un petit éditorial, je vais demander de quitter, moi je vais parler de ça. C'est un film.